Le projet de Mandiargue et le cinéma, c'est en amont un travail et une conviction finalement que Mandiargue est un très grand écrivain de l'image. Si un jour on devait faire une anthologie ou une archéologie des écrivains du regard, des écrivains pour lesquels le visuel, le visible est un élément narratif et poétique très important, Mandiargue aurait certainement une place très privilégiée dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que cela signifie un écrivain de l'image, en l'occurrence pour Mandiargue? Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'image un peu dans tous les sens possibles. D'abord, c'est l'image d'art, l'image artistique. Il a lui-même une biographie qui le lie à l'image. Il était le petit-fils de Paul Bérard, qui était un des mécènes des impressionnistes, ami d'enfance d'Henri Cartier-Bresson, le photographe, le futur photographe. Il sera l'époux de Bona Tibertelli de Pisis, qui est la nièce de Pisis, le peintre de l'école métaphysique italienne. Donc déjà, d'un point de vue biographique, il y a cette présence importante de l'image d'art. Et l'image artistique va l'accompagner sa vie durant. C'est-à-dire qu'il aura une relation constante avec les artistes de son temps. Alors par parenthèse, de son temps, quel est-il, Mandiargue, rappelons-le éventuellement, est né en 1909, il décédera en 1991. Il peut être, disons, qualifié de surréaliste de la deuxième génération, c'est-à-dire le surréalisme d'après-guerre, pas le surréalisme qui est le contemporain d'André Breton, du manifeste de 1924, mais quand même, il sera le compagnon de route il rencontrera Breton et il sera donc un surréaliste d'une certaine façon, enfin en tout cas, comme on dit, d'après-guerre. Et donc il aura une œuvre de romancier, de poète, de critique d'art, de dramaturge, et dans son œuvre très, pour l'essentiel publiée chez Gallimard, elle sera très reconnue de son temps. Il aura le prix Goncourt dans les années 60 avec son roman La Marche. La deuxième approche, c'est bien sûr l'image en tant que rhétorique, en tant qu'effet poétique, en tant qu'élément de littérature que l'écrivain recherche dans son style. Alors en cela, il est d'une certaine manière l'héritier des surréalistes. Il va essayer de faire ou constamment rechercher la naissance d'images dans son style littéraire. Mais à bien le lire, on voit également que la question du cadrage, la question de l'importance du regard est importante également entre les personnages, etc. Et dernière thématique, pour ainsi dire, c'est bien sûr l'image mentale. Alors l'image mentale, elle a encore héritage surréaliste, les rêves, les fantasmes, les traumatismes, très important le trauma chez Mandiargue. Et donc l'imagerie mentale, et c'est intéressant parce que d'abord ça va être une question posée par les cinéastes ultérieurement par rapport à son œuvre, la question de l'image mentale, comment filmer finalement le fantasme, le rêve, le songe, etc. Mais également l'image mentale est intéressante en tant que recherche d'écriture, c'est-à-dire comment figurer des rêves avec les mots. Voilà. Donc on a tous ces sens, et là-dedans, d'une certaine manière, moi j'avais beaucoup travaillé sur ces questions, mais il manquait un chapitre, si je puis dire, outre les arts plastiques, outre la photographie, ou encore l'imagerie mentale, il manquait un chapitre, et ce chapitre, c'était le cinéma, donc nous y voilà. Et à ce moment-là, Borovchik m'a proposé de prendre la caméra, et ça a été une aventure extraordinaire, parce que tout d'un coup, tout a changé. Les plans de bicyclette, par exemple, que l'on faisait dans une camionnette, sur pied, c'était très compliqué, on était en longue focale, ça bougeait, c'était tout le temps flou, enfin ça ne marchait pas. Moi j'ai pris la caméra à la main, et par la portière d'une voiture, par la fenêtre d'une voiture... C'est une très très bonne question, parce que pour moi, en fait, je pense que
la vraie modernité de Mandiargue, elle est là. C'est-à-dire que, par certains aspects, si on le lit rapidement, on peut y voir un écrivain, non pas classique, mais disons qui est quand même dans une grande tradition littéraire, avec des figures de style importantes. Il y a plusieurs approches, comme pour toute œuvre littéraire. Mais pour ma part, de tout temps, disons le caractère visionnaire, alors là, avec jeu de mots, au sens propre et figuré, le caractère visionnaire de son écriture, c'est justement cette capacité à créer des images, et ça nous renvoie évidemment à toute forme d'expérimentation et d'avant-garde. C'est-à-dire que là, bon, c'est toute la dernière partie du livre, mais j'essaie de voir comment dans le cinéma contemporain, il peut y avoir une persistance de ce type de recherche, notamment à travers la question de l'onirisme ou de la plasticité des images. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour des cinéastes qui sont à la frontière du 7e art et des arts plastiques. Et là, Mandiargue, d'une certaine façon, travaille aussi sur l'image en tant que matière plasticienne, et toujours la même question. Comment la traduire avec des mots? Parce que lui, il est du côté de l'écriture. Mais cette permanente interrogation, comment traduire avec des mots l'effet d'image, ça c'est effectivement quelque chose qui est très très contemporain. C'est là où nous rentrons donc dans le livre, hein, dans le cœur du livre, c'est-à-dire quelle place le cinéma a-t-il dans son œuvre. Alors là, ça devient paradoxal, et avant de vous répondre, je vais être obligé de faire une petite digression. Disons, en tout cas, si je vais vous répondre de manière très frontale, je dirais, d'une certaine façon, le cinéma, c'est à la fois très présent dans le résultat, et d'une certaine façon, c'est un rendez-vous manqué. Alors, le premier paradoxe que l'on va remarquer, c'est que en ce qui concerne la critique d'art, dont je parlais, la peinture, la photographie, la sculpture, la critique d'art, ça a été réuni au fil du temps dans des livres, hein, avec un très beau titre d'ailleurs, il appelait ça ses belvédères. Donc il a publié 4 belvédères de son vivant. C'est absolument extraordinaire, c'est un véritable panorama de l'histoire de l'art du XXe siècle. Et de façon posthume, il y a eu le 5e belvédère, qui est donc l'ultime belvédère. Donc, il écrit sur tous les artistes de son temps, il n'y a pas un seul texte sur le cinéma. Pas un seul qui a été repris. Parce que pas un seul n'existe en réalité. Alors, ça c'est tout de même troublant. Donc il écrit sur la peinture, la photographie, et rien sur le cinéma. Alors, bon, travaillant sur le sujet, je commence des recherches, évidemment. Or, dans les archives, je découvre énormément de choses, mais extrêmement éparses, extrêmement dispersées. Rien de réuni, à chaque fois ce sont des fragments. Mais ils sont importants. Alors, on peut les énumérer. Il y a d'abord le fait que sa correspondance a été éditée, et dans sa correspondance avec Jean Paulhan, qui était son éditeur chez Gallimard, avec Nelly Kaplan, qui l'a très bien connue, avec Alejandra Pizarnik, une poétesse argentine qu'il va beaucoup défendre, on va le voir citer le cinéma de Bergman, de Jean Rouch, le cinéma de Pasolini ou d'Abel Gance. Donc, dans sa correspondance, il y a des traces. Il était très lié, alors là, d'un point de vue plus biographique, il était très lié à Anatole Dauman, qui était quand même le grand producteur d'Argos Film, qui va produire Alain Resnais, Chris Marker, jusqu'à Wim Wenders. Hein, donc, bon, ils étaient très liés. Et dans la biographie qu'il y a eu de Dauman, qui a été faite par le Centre Pompidou à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne, Mandiargue est probablement l'écrivain le plus cité et le plus présent. Et dans les archives à l'IMEC, hein, puisque les archives de Mandiargue sont déposées à l'IMEC, il y a une très belle lettre de Dauman qui dit que maintenant que Breton est mort, il le considère comme le dernier à perpétuer la magie surréaliste en littérature. Alors là, ça c'est probablement, disons, une des utopies manquées du surréalisme, c'est-à-dire que le surréalisme a beaucoup cru au cinéma quand il apparaît, et ensuite va beaucoup moins suivre, en tout cas dans son caractère expérimental et d'avant-garde, va beaucoup moins suivre cette histoire. Mandiargue parle effectivement du problème de l'argent et de l'industrie du cinéma, qui va probablement un peu l'arrêter dans ses envies. Quoi qu'il en soit,
Voilà, donc à chaque fois, les éléments sont épars, les éléments sont fragmentaires, et on n'a pas vraiment de corpus constitué, sauf, et c'est ça qui est intéressant, sauf quand il passera à la télévision ou à la radio. Régulièrement, on le sollicitera pour parler de cinéma, et notamment Robert Benayoun dans son émission de télévision autour du cinéma fantastique. D'ailleurs, paraît-il, Mandiargue tous les ans allait au Festival du film d'Avoriaz. Voilà, donc on a comme ça des éléments un peu épars, mais rien de très constitutif. Alors, au regard de ça, il y a des films qui ont été adaptés de son œuvre, et ça c'est loin d'être négligeable. Il n'a pas véritablement interféré dans ces films, mais les droits ont été achetés, donc, et 7 films de son vivant ont été faits à partir de son œuvre. Donc c'est essentiellement les années 60 et 70. Donc ces 7 films, on peut les nommer très brièvement. Il y a d'abord un court-métrage de Chantal Rémy pour l'ORTF, pour le centre de recherche de l'ORTF. C'est un court-métrage assez onirique, en noir et blanc. Ensuite, on va avoir, alors là, de manière beaucoup plus glamour, si je puis dire, en 1968, La motocyclette, qui va être adaptée par Jacques Cardif, avec Alain Delon et Marianne Faithfull. Là, il va intervenir au niveau du dialogue. Il a un œil sur du point de vue du scénario, il va travailler à l'adaptation des dialogues. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que je continue de penser que Jacques Cardif était vraiment le cinéaste adéquat pour Mandiargue, parce que c'était le chef opérateur de Pandora d'Albert Lewin, de La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, c'est-à-dire un cinéma extrêmement sophistiqué, très élégant, très esthétique, des mélodrames tragiques. Mais bon, voilà, le film a lieu. Ensuite, il y a à la fin des années 60, donc Le Lys de mer, qui est adapté en Italie par Jacqueline Audry. Et puis dans les années 70, 4 adaptations par Walerian Borowczyk, donc le cinéaste polonais qui était un ami, et qui donc à 4 reprises va adapter Mandiargue au cinéma, avec La Marée, donc Ronzi Moreau, qui sera un des premiers rôles de Fabrice Lucchini. Et plusieurs adaptations, La Marge, avec Sylvia Christel. Et puis dans les années 80, ça c'est intéressant, le dernier roman de Mandiargue, Tout disparaîtra, sera également adapté par Borowczyk, comme si l'un et l'autre, à travers ce film, le roman c'est Tout disparaîtra et le film c'est Cérémonie d'amour, comme si finalement c'était leur testament cinématographique pour l'un et littéraire pour l'autre.